Bonjour monsieur, bonjour madame. Moi, je m'appelle Sawadogo Isaka. Je suis artiste comédien burkinabé de nationalité norvégienne. J'évolue dans le théâtre, le cinéma, la pub, la formation. Et voilà, j'ai une boîte de production. Je suis installé entre le Burkina Faso, qui est l'Afrique, et l'Europe à travers la Norvège. Dans les 10 dernières années, j'ai travaillé avec des films, des longs métrages. Je dirais Amadou dans Invader, l'envahisseur de Nicolas Provost. J'ai travaillé aussi comme Akhan dans Si le vent soulève les sables de Marion Anselme, ça fait 2. Et j'ai travaillé aussi comme je crois que c'est encore Amadou dans Diego Star. Vous voyez, Diego Star, mon nom s'appelait Amadou. Et puis, j'ai travaillé comme... après Diego Star, j'ai fait quoi? J'ai fait un film là, Sony. J'ai fait Sony en Belgique. Et Sony, je m'appelais quoi? Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, entre Amadou et je ne sais pas. Après Sony, qui est de la Belgique, j'ai fait un long métrage de New Verel, qui est néerlandais, je ne sais plus le nom que je portais, je ne me rappelle plus. Après le film néerlandais, j'ai fait le film de Samba, où je m'appelais Barou, voilà. Non, Jonas, je m'appelais Jonas dans Samba. Avec Omar Sy, je m'appelais Jonas. Après Samba, toujours en restant avec Omar Sy, on a fait Belleville Cops, le flic de Belleville. Et ça, je m'appelais le commissaire, je ne sais plus. En tout cas, c'est un commissaire, un inspecteur malien. Et puis après le Belleville Cops, j'ai fait un film français qui s'intitule comment ça s'appelle encore le film français où je suis dans le supermarché là, Walter, voilà. Dans le film Walter, je m'appelle Walter, donc le film même porte mon nom. Après Walter, j'ai fait un film avec Robert Guédéguian qui vient de sortir, qui s'appelle Mali Twist. Et dans Mali Twist, j'étais monsieur, je ne sais plus, monsieur Koulibaly ou quelque chose comme ça, mais un grand commerçant richissime. Et puis après ça, j'ai fait Les Trois Lascars. Après Les Trois Lascars, j'ai fait le dernier film actuellement, même qui passe chez vous en Côte d'Ivoire, c'est Le Chant de fusil, où je m'appelle Black Lion. Voilà. Oui, je dirais que je n'ai pas commencé par le cinéma, j'ai commencé par le théâtre. Et donc, comment je suis arrivé au théâtre? Je suis arrivé au théâtre parce que tout simplement, je suis issu d'une famille polygame. Et mon papa, c'est quelqu'un qui est sociable, qui aime jouer entre les gens pour pouvoir garder la cohésion sociale. C'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais, qui a toujours une solution pour tous les problèmes. Il te dit, quand tu lui présentes un problème, il te dit, il n'y a pas de problème, je vais te trouver la solution. Il y a que ça prend un peu de temps. Mais moi, je suis issu d'une famille comme ça. Et à partir de là, j'ai atterri au théâtre. Et quand j'ai atterri au théâtre, j'étais un peu un jeune homme révolté. J'avais énormément de choses à dire sur l'injustice sociale. D'abord, au niveau même de ma famille, de la religion musulmane, où je voyais comment la religion musulmane, avec tous les interdits, était un blocus pour les personnes de s'épanouir. Et il y avait beaucoup de choses que moi, je ne maîtrisais pas de la religion et que je ne partageais pas.
Et beaucoup d'injustices aussi au niveau même politique, au niveau même du pays. Et moi, j'avais envie, en tant qu'un jeune homme de 18 à 22 ans, là, j'avais tellement envie de dire certaines choses. Alors, arrivé au théâtre, je me rends compte que de fil à aiguille, en avançant, j'ai compris que c'était une plateforme qui pouvait me permettre, de manière intelligente, de m'exprimer. Donc, le théâtre, j'ai commencé ma carrière artistique à travers le théâtre. Très vite, on est passé de théâtre d'auteur à théâtre d'intervention sociale, en passant par les contes et tout, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, nous étions en train de dramatiser les contes, les spectacles d'intervention sociale, les pièces de théâtre d'auteur, pour éventuellement incruster dans ces pièces-là tout ce dont nous avons besoin de dénoncer ou bien de donner notre point de vue par rapport à telle ou telle situation. Voilà comment je suis arrivé au théâtre d'abord. Et par le théâtre, le cinéma va venir s'incruster parce que nous avons fait du théâtre d'intervention sociale avec l'UNICEF qui voulait filmer les pièces que nous faisons d'un commun accord avec eux pour les envoyer comme des DVD, des cassettes VHS dans des zones où le théâtre n'est pas accessible pour la sensibilisation des droits de l'enfance, des droits de la mère, des droits à l'égalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons, surtout en milieu rural. Voilà. On privilégie les garçons, on dit les garçons doivent aller à l'école, mais les filles doivent être bien éduquées pour avoir un bon mari, ce qui n'est pas tout à fait bien. Alors, donc voilà un peu, on a fait du théâtre, c'est ce qu'on appelle du théâtre d'intervention sociale. On faisait des spectacles pour sensibiliser la population par rapport au sida, par rapport aux problèmes de drépanocytose, par rapport même à la malaria, par rapport même aux enfants un peu en retard. Donc, je ne sais pas comment les encéphalopathes là, ceux-là qui ont des problèmes de retard mental. Donc, on a fait tellement de pièces de sensibilisation pour amener les gens à ne pas dramatiser tout de suite des situations quand elles arrivent, mais à chercher à comprendre la source et essayer d'accompagner ces personnes et qui ont vraiment besoin de notre secours. Donc, à travers le théâtre d'intervention sociale filmé, moi, j'ai commencé à faire mes premiers pas à travailler devant la caméra. Et c'est comme ça que, de fil à aiguille, un gros projet arrive au Burkina Faso qui s'appelle Peer Gynt. C'était une pièce d'auteur de Ibsen qui a été commandée par le Théâtre national de Norvège à la troupe dans laquelle je travaillais. Alors, on me donne le rôle principal. La pièce est montée en 1992. Je me retrouve en 93-94 en Norvège pour le festival d'Ibsen. En 92 d'abord, pour le festival d'Ibsen. Et 2 ans plus tard, le Théâtre national prend contact avec moi pour me demander spécialement de revenir en tant qu'acteur au Théâtre national et faire partie de leur équipe d'artistes parce qu'ils avaient besoin d'un acteur professionnel africain au sein de l'équipe. Voilà comment, en 1994, je me suis retrouvé embauché par le Théâtre national d'Oslo comme premier acteur noir au sein de la compagnie. Et c'est là que j'ai fait ma carrière artistique pendant au moins une vingtaine d'années. De là-bas, de la Norvège, je partais maintenant tourner, travailler à travers le monde entier dans les autres pays. Et c'est comme ça que je suis devenu norvégien en fait. C'est à partir de la Norvège que j'ai fait mon premier film d'auteur. C'était un court-métrage qui s'appelle Exoticor avec Nicolas Provost. Et quand ce film est sorti, alors là, ça a ouvert toutes les grandes portes maintenant du cinéma mondial parce que j'ai commencé avec ce court-métrage à avoir des prix de meilleurs comédiens, meilleurs acteurs, interprétation masculine et tout ça partout. Et c'est ça qui m'a valu. Même en Côte d'Ivoire, là-bas, j'ai eu le prix du meilleur meilleure interprétation masculine avec le festival FICA, je crois. Avec le court-métrage là, vraiment, je suis rentré par la grande porte du cinéma. Et depuis ce temps, jusqu'à nos jours,
C'est de projet en projet et projet en projet. C'est une grâce, je ne dirais pas une opportunité, mais c'est une grâce de Dieu. Parce que, d'abord, dès le début de ma carrière artistique au théâtre, on m'a mis déjà en confiance en me faisant miroiter le fait que j'avais du talent. Voilà, on me dit, tu as du talent, tu as du charisme et tu peux développer ça. Il ne faut pas quitter ça. Il faut continuer à développer ça. C'est difficile. C'est là où j'allais vraiment en venir par rapport aux difficultés. C'est comment maintenir le travail, comment garder son humilité, comment avancer avec ça, ne pas trop se laisser la tête gonfler comme ça et devenir, et arrêter de travailler. Moi, je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps depuis que j'ai commencé par le théâtre. J'aime la perfection et quand je fais un projet et que tout le monde applaudit, pendant que les gens applaudissent, moi, je cherche à savoir pourquoi ils ont applaudi, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux renforcer, qu'est-ce que je dois laisser. Il y a tout ça, tu vois. Donc, moi, je travaillais derrière sur les applaudissements. Les gens applaudissent en haut, moi, je suis en bas, je suis tapis. Je regarde, mais comment je dois faire pour garder le cap, pour avancer plus en eau profonde. Donc, j'ai travaillé tout le temps. Ça, c'est la difficulté pour maintenir vraiment le travail, l'originalité dans le travail. Ma sœur, je suis tellement content d'entendre parce que quand tu me dis comme ça, j'ai la chair de poule et je me demande qu'est-ce que j'ai pu faire, mon Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Je pense que, je vais te dire honnêtement parlant, c'est Dieu. Parce que je vais te raconter une histoire qui est un peu exceptionnelle. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai découvert le petit Gédéon, j'ai découvert la Bible, étant issu d'une famille musulmane. Et j'ai commencé à lire mon premier livre saint, parce que je n'avais jamais, j'étais musulman, mais je ne savais pas lire l'arabe. Et j'aimais beaucoup prier. J'aimais vraiment prier. C'est-à-dire que je pouvais passer toute la journée à la mosquée, à prier, à invoquer le nom de Dieu. J'aimais beaucoup l'atmosphère divine. Et même quand je quittais l'école, et que je pouvais aller à la mosquée pour apprendre mes leçons. Parce que c'était là vraiment où j'avais l'atmosphère très calme, très sereine. Et j'avais aussi le petit Gédéon à côté de moi qui était la Bible, en fait le Nouveau Testament. Et en lisant, pour comprendre Dieu, en lisant le Petit Testament, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré le petit Jésus, le Jésus. Et j'avais un problème parce que mon âge et le fait que je n'étais pas chrétien, je n'avais pas le discernement. Et j'avais des problèmes parce que Jésus s'est fait crucifier et Dieu a laissé crucifier son fils. Et ça, j'avais un problème avec Dieu. Mais pour faire courte histoire, une longue histoire, j'ai lié une amitié avec Dieu. J'ai dit, tu es mon ami. Partout et tout ce que je ferai, je veux que tu me consultes, tu me guides, tu me conduises. Et c'est comme ça que, depuis que j'ai commencé de quitter l'école et j'ai commencé le théâtre, j'ai toujours prié, j'ai toujours invoqué l'Esprit de Dieu avec moi pour qu'il me guide, pour qu'il me donne la force de réussir ce que je veux faire. D'autant plus qu'à un moment donné, quand en terminale, j'ai pris la décision d'arrêter l'école et de me lancer comme acteur professionnel, oh là là, ma chère, je ne peux pas te dire, mais ma famille m'a délaissé complètement. J'étais traité de voyou, de coureur de jupons, surtout que j'étais un peu, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, mais apparemment, j'avais du succès auprès des jeunes filles qui aimaient beaucoup ma présence. Et pas forcément qu'il y a quelque chose, mais ils aimaient ma présence. Et moi, j'étais quelqu'un de très ouvert, je rigole, je partage mes idées et j'accompagne, j'essaie toujours d'écouter l'autre. Alors donc, les filles aiment ça. Les filles aiment quelqu'un qui les écoute et qui les encourage, qui ne les juge pas. Et au lieu que ça m'éloigne de ma décision en tant qu'acteur, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais où je dois prouver
à tout le monde, je ne suis pas un défaitiste, que je vais réussir. Eux, ils croient que la réussite est liée au bac, au doctorat et tout ça, à une carrière professionnelle artistique. Mais moi, je crois que le succès de l'homme dépend de Dieu. Voilà, Dieu sort son homme et trace un dessin pour lui et il va réussir. Personne ne peut rien faire. D'autant plus que je voyais beaucoup dans mes analyses et dans mes recherches, je voyais des gens dans mon quartier qui avaient le doctorat, je t'assure, hein, des licences, mais qui vendaient du porc au four, qui faisaient de la mécanique, des menuisiers, hein, qui faisaient un autre travail qui n'a rien à voir avec les études qu'ils ont faites. Je me suis dit, mais si eux là, ils ont étudié jusque-là et qu'ils n'arrivent pas à être... Je voyais des fonctionnaires qui quittaient la fonction publique pour se convertir et devenir des hommes d'affaires. Mais attends, il y avait une confusion. Et moi, je n'étais pas bête. J'ai dit, il faut que je réfléchisse. Ce travail-là, je vais réussir dedans. Alors, c'est là que je me suis vraiment accroché à Dieu. Et Dieu m'a guidé de projet en projet. À chaque projet, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma, je faisais une prière spéciale et je demandais au Saint-Esprit de me remplir, de me conduire, de me guider. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Donc, tout projet que moi j'ai jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, Dieu seul sait combien de projets j'ai sur mon bureau, mais chaque projet est lié à ma personnalité spirituelle avant d'être une interprétation de comédien. Je pense que la situation a changé. Parce qu'à partir de ma carrière artistique, j'ai pu construire. J'ai construit ma vie, je me suis marié, je suis père de 6 enfants et tous sont devenus grands. Et je n'ai jamais tendu la main à personne pour gagner mon pain. Au contraire, les gens ont constaté que voilà, j'avais du succès. Donc, la famille a changé. La famille est revenue sur sa position, mais c'était plus important pour moi. Qu'ils revenaient sur leur position ou pas, moi, c'était déjà mon passé. Moi, je ne regardais même plus ça. J'ai oublié. C'est parce que vous m'avez posé la question que je me suis rappelé. Sinon, papa et maman sont au paradis. Papa, quand même, il a vu comment j'étais combatif. Il m'a battu, il m'a béni, je veux dire. Et il a demandé pardon. Il a dit, tout ce que je t'ai fait, je te demande de me pardonner. Et tout ce que tu as envie de faire dans la vie pour réussir, là, je te bénis. Et il est parti avec ça. Et moi, j'étais très content. Ma maman aussi, c'est la même chose. Mais elle en a profité un peu parce que j'ai eu quand même le temps de m'occuper d'elle avant qu'elle s'en aille. À partir du moment où ces deux personnes-là m'ont béni, ouais, même si toute la famille, il y a des gens qui continuent de penser ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, de toute façon, ma vie n'est pas liée à eux. Ma vie est liée à Dieu qui m'a créé, qui m'a donné une famille. Donc, ma vie est liée à ma famille aussi. Et puis, à toute ma grande famille de tous ceux-là qui regardent mes travaux du moins, et qui m'admirent et qui m'encouragent, qui m'accompagnent et qui vraiment pensent que je suis une personne importante aussi pour eux. Ça, c'est ma grande famille. Donc, moi, tous les jours, je demande à Dieu de bénir ces gens-là, de bénir ma famille. Et voilà, je demande à Dieu lui-même de continuer de me bénir à travers lui. Quand j'ai eu le scénario, je l'ai eu 3 mois avant le tournage. Bon, une année avant, le réalisateur, enfin le porteur du projet m'avait parlé de ça, mais il ne m'avait pas donné tous les détails. C'est 3 mois avant le tournage que j'ai eu les détails, le scénario et tout, et j'ai commencé à travailler le personnage. Je lisais et les endroits que je ne comprenais pas, j'appelais le réalisateur, j'appelais le porteur du projet pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait en fait. Mais à partir du moment où j'ai compris, j'ai eu le déclic. Le déclic, c'était quoi? Le déclic, c'était genre un 007 africain. Le déclic, c'était de faire un flic. C'est comme la CIA africaine. Il y a des intrigues.
il y a des méandres. C'est comme vraiment un labyrinthe dans lequel il faut rentrer. Et il y a plusieurs niveaux de la personnalité de tout un chacun. Par exemple, pour nous les Africains, je dirais que spirituellement parlant, les Africains sont très proches, sont très liés à la vie de l'occultisme, c'est-à-dire les choses qui sont liées à la nature, les cultes, les sacrifices rituels et tout ça, les tabous et tout ce qu'on peut imaginer. Mais ils sont porteurs aussi, les Africains, d'une force. Ils ont une force en eux. Et souvent, on a des médecins africains qui n'ont pas été à l'école, mais qui te soignent des malades et qui les guérissent totalement. On a des gens qui peuvent se projeter dans l'avenir pour dire ce que... Mais tout ça, c'est des dons de Dieu. Il ne faut pas négliger cela. Alors, mais il y a plusieurs niveaux de croyance, il y a plusieurs niveaux de vie spirituelle à laquelle nous, les hommes, on peut accéder. Alors, moi, en faisant une analyse de la pièce, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne parlait que de ça. C'est d'accepter de reconnaître. Moi, Issaka, avant d'être musulman, d'abord, je suis né dans une famille musulmane. Mes parents n'ont pas toujours été des musulmans, c'était des animistes. Et qui veut dire animiste, veut dire des gens qui ne croient pas en un seul Dieu, mais à plusieurs dieux. OK? Alors, mes parents se sont convertis à l'islam, donc je suis devenu musulman. Et étant musulman, comme tous les musulmans jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de musulmans qui ne prient pas seulement à la mosquée Mohamed. Ils vont aussi voir les charlatans à gauche, à droite, et ils vont voir les jeteurs de coris et tout ça, les tapeurs de sable et tout, les diseurs. Parce qu'ils croient toujours à leurs multiples divinités. Puis il y a les catholiques, et puis il y a toutes les confessions religieuses en fait qui, chacun à sa manière, a la tendance d'aller vers Dieu. Moi, j'ai eu la grande chance de rencontrer Christ à travers l'évangile. Depuis mon enfance, il y avait déjà une relation qui liait à Christ. Puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des pasteurs protestants qui m'ont parlé de Dieu. J'ai même eu un passage d'une année et demie dans un centre adventiste de formation en culture maraîchère, où j'ai été aussi très proche de la Bible, de l'étude de la vie spirituelle. Ça m'a permis de poser une question à moi-même, la question existentielle que les artistes posent. Je me suis posé cette question-là, qui suis-je? Et j'ai trouvé la réponse à travers la Bible, à travers l'évangile de Jésus. Et à partir de la croix, beaucoup de choses ont été changées. Et la naissance, la nouvelle naissance, à laquelle je crois beaucoup, tu vois, la transfusion, voilà. À partir de la nouvelle naissance, je crois beaucoup à ça. Et à partir de cet instant, il y a Dieu qui se positionne avec nous, en nous, à travers le Saint-Esprit. Jésus, on ne parle plus de Jésus, on ne parle plus de Jésus-Christ, on ne parle plus de Dieu vient faire, Dieu va faire ça, Dieu va faire... Non, Dieu est déjà là. Il est en nous, il est en moi. Et il n'y a plus que je vais le chercher ailleurs, il suffit que je lui parle, il est là, il m'écoute. Donc, à partir de cet instant, j'ai compris que la question à ma réponse là, je l'avais parce que nous avons compris que, en réalité, tout ce que nous voulons être dans cette vie-là, c'est nous-mêmes qui le décidons avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman qui est là, qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous parle. Nous sommes dans la grâce, en fait. Si on veut comprendre quelle est l'image de Dieu, Dieu est amour, Dieu est grâce. Donc, avec ça, moi, je vis. Je n'ai plus besoin de me conformer à la loi religieuse, à tous ces tabous-là. Je me dis non, c'est suffisant pour moi. Donc, la relation avec Dieu est personnelle.
Voilà comment moi j'évolue jusqu'à le jour. Je peux vous assurer que j'évolue comme ça. Voilà, pour revenir à Sako et Mangane, je suis rentré dans ces dimensions spirituelles-là. Donc, il fallait que moi, je puisse transmettre ce que j'étais avant en tant qu'Africain. Donc, le personnage de Suleiman Sako, c'est un personnage justement qui vit entre deux mondes. Il a fait des études pour être inspecteur criminel, criminologie. Il fait des enquêtes. Mais il sait aussi qu'il y a des pouvoirs. Les criminels utilisent des pouvoirs pour exercer. Et ils peuvent t'influencer. Et moi, j'ai pu savoir que je suis détenteur d'un pouvoir, mais ce pouvoir-là, je n'ai plus envie de l'utiliser. Et pour que le pouvoir-là ne soit pas réutilisé, il ne fallait pas que j'aie un enfant. Mais ma femme m'a trahi et elle m'a fait un enfant en cachette. Alors donc, du coup, j'ai coupé les relations avec et ma femme et mon enfant pour que le pouvoir que moi j'ai là reste avec moi et pouvoir. Mais les maîtres de ce pouvoir-là m'ont laissé et ils m'ont contourné aller récupérer mon enfant et ma femme et ils les ont montés maintenant contre moi. Et voilà le conflit que le commissaire avait avec lui-même, ses pouvoirs mystiques, la transmission de ses pouvoirs mystiques avec son fils qui veut le tuer pour prendre le pouvoir. Mais si le commissaire meurt, il meurt avec tout le pouvoir. Donc, ils n'ont même pas intérêt à le tuer. Et en même temps, donc, je ne veux pas utiliser ce pouvoir dans le cadre de mes enquêtes juridiques, de mes enquêtes criminelles. Mais je suis obligé par moment, parce que ceux qui m'attaquent utilisent des pouvoirs mystiques. Donc, je suis obligé par moment d'utiliser ces pouvoirs mystiques-là pour les attaquer. Voilà comment j'ai pu, en tant qu'acteur, j'ai fait un travail intérieur pour pouvoir vraiment savoir à quel moment j'utilise le pouvoir mystique, à quel moment j'utilise mes connaissances. Et c'est vraiment de voyager dans ça. C'est un travail de longue haleine. Je travaillais presque 24 heures sur 24. J'étais tout le temps collé à mon texte. Je ne me détachais pas de mon texte et j'avais toujours des questions à poser pour pouvoir être dans le personnage. Pendant 3 mois, nous avons tourné et c'était chaud. Bon, d'abord, on tournait, on faisait plusieurs séquences, plusieurs épisodes en même temps. C'est-à-dire, on pouvait tourner 3 ou 4 épisodes en même temps. Et il fallait savoir. Alors, si on tourne l'épisode 1, l'épisode 3 et l'épisode 7 en même temps, donc il faut chaque fois faire des exercices pour vraiment retrouver le moment de l'épisode 1 là. Il faut redescendre, il faut se métamorphoser, il faut réfléchir, il faut trouver les situations de l'épisode 1. Et quand on saute le même jour pour aller faire l'épisode 7, il faut encore faire un autre voyage pour se positionner, rentrer dans la peau du personnage, à quel moment le personnage a évolué pour être dans l'épisode 7 là, comment il est, tout ça. Ça, c'était les moments les plus difficiles pour un jeu d'acteur et qu'il ne fallait pas rater. Et donc, ça demandait énormément de concentration à nous, surtout à moi, de tout le temps lire, relire, réfléchir, écrire, et positionner, reviser, se lever très tôt le matin. Moi, je me réveillais à 2 h du matin, je travaillais jusqu'à 6 h, je prenais mon petit déjeuner, je partais au boulot. Et quand on finit le tournage vers 18 h ou 20 h, je reviens, je m'enferme dans ma chambre. Je n'avais plus de vie pendant 3 mois. Donc, c'était les moments vraiment difficiles pour moi. Je trouve toujours 1 heure ou 2 pour appeler ma famille, ma femme, mes enfants par WhatsApp et on discute. Parfois, je mets le WhatsApp comme ça en face de moi
Et puis, ils sont dans la maison, ils s'amusent, je suis là. Et moi, je travaille. Je suis devant mon texte, je lis, je révise, je fais mes trucs. Et je vois ma famille, parce que ma femme a mis la vidéo. Les enfants s'amusent dans le salon. Moi, je suis à l'écran. Et puis, ils voient papa. De temps en temps, ils viennent me parler. Et de temps en temps, ils m'oublient. Et jusqu'à souvent, même, je travaillais, je vois que tout le monde s'endort devant moi. Je vois mes enfants qui commencent à dormir au salon. À un moment donné, je sens que ma femme aussi, elle s'est endormie. Je coupe la vidéo, je les laisse dormir et moi, je continue mon travail. Ah non, 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 je ne peux pas vous dire que tous les rôles ont été difficiles à interpréter pour moi, même jusqu'au rôle dans lequel je suis en train de travailler présentement. Tous les rôles sont difficiles, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. Chaque rôle est spécifique et les rôles ne sont pas pareils. Donc tu ne peux pas dire ce rôle est mieux que ce rôle. Non, tous les rôles, ça demande le même travail. Il faut recommencer, c'est un perpétuel recommencement. Bon, je dirais que c'est un plateau de tournage qui était très, très intéressant et très, très difficile. Parce qu'un premier film fait dans ce genre-là, au Burkina Faso, ce n'est pas évident. En temps où il y avait le terrorisme qui tirait de gauche à droite et puis l'insécurité, et on a tourné un peu en brousse. Donc, il fallait rester souvent très tard la nuit. C'était très fatigant. On a fait 2 mois de tournage. C'était très, très, très fatigant. Mais c'est encore le même travail d'acteur là. Il fallait être là, il fallait pas décrocher du personnage. Il fallait tout le temps et permanemment être dans la peau du personnage. Même les moments les plus difficiles où on doit tuer des enfants, où on doit violer, on doit faire ceci, on faire cela. En même temps, je faisais ce travail comme acteur, mais j'étais aussi un peu coach parce que je coachais les autres comédiens pour essayer de relever leur niveau de jeu pour que nous puissions travailler très bien. Parce que ce n'est pas évident. Quand tu as de la maîtrise de soi et tu peux rendre un personnage, si tu as en face de toi un autre acteur qui ne rend pas vraiment le retour, le jeu sera décalé. Donc, il fallait tout le temps être là. Moi, je peux dire que j'ai presque co-réalisé ce film-là en matière de coaching du jeu d'acteur et des propositions que je faisais aussi au réalisateur. Quand Guy Kalou est venu, il a fait la même chose. Lui, il a moins bossé que moi, mais je pense qu'il a donné beaucoup pour la réussite de ce film-là. Quand on m'envoie un scénario, je regarde le scénario, je lis, je discute un peu avec le réalisateur. Et aussi, maintenant, j'ai la possibilité de discuter avec mon agent. Et souvent, il y a des projets maintenant que je ne fais pas parce que ça ne vaut vraiment pas la peine. Je pense que le projet n'est pas assez mûr et c'est une perte de temps. Alors qu'à côté, il y a des projets qui sont bien ficelés, dont la thématique est vraiment très profonde, très bien. Et là, on décide de faire. Donc, vraiment, nous lisons, nous prenons le temps de lire les scénarios, moi et mon équipe de travail. Et puis, on discute. Et puis, on décide. Et moi, je fais l'interprétation. Maintenant, mon point de vue sur le plan du cinéma africain, il n'y a pas de cinéma africain. Le cinéma, c'est le cinéma. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire cinéma africain, cinéma burkinabé, cinéma ivoirien et autres. Le cinéma, c'est le cinéma. Et tout film, tout projet de film doit évoluer. Bon, il y a des projets de films qui ont eu de gros budgets, mais c'est des mauvais produits. Comme il y a des projets de films qui n'ont pas eu de budget, mais c'est des perles, quoi. Donc, en fait, c'est paradoxal, hein, les bons projets et les mauvais projets. Je trouve qu'un bon projet est un projet qui est monté. Tout film qui est déjà tourné, monté, est déjà bon en soi. Maintenant, si la thématique, le traitement de la thématique n'a pas été bien fait, et le cinéma, c'est un complexe.
tu as le jeu d'acteur, tu as l'histoire, tu as les comédiens, tu as le cinéma, tu as le cadrage, tu as la lumière, tu as les costumes, tu as tout. C'est vraiment un complexe. C'est un complexe artistique. Donc, le succès d'un film ne dépend pas seulement du jeu d'acteur, mais ça dépend de plusieurs paramètres. Alors, donc, là-dessus, je pense que pour parler entre guillemets du cinéma en Afrique, le cinéma en Afrique est en grand développement. Ça se développe partout en Afrique et nous devons continuer comme ça. Et le cinéma au niveau du Burkina Faso aussi, c'est pareil. Donc, chacun évolue par rapport aux moyens de bord. Donc, moi, je trouve que nous sommes sur une bonne voie. Il suffit seulement de continuer à travailler, de continuer à réfléchir et à développer l'industrie du cinéma. Très bien. Moi, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir. J'ai presque 2 séries, 3 longs métrages qui me sont proposés, sur lesquels je suis en train de travailler et à réfléchir. La finalité de ces projets va être décidée maintenant avec les réalisateurs, vu que les Covid et tous les problèmes qu'on rencontre de terrorisme Covid font que beaucoup de choses ont été décalées. On est en pourparlers. On ne sait pas qu'est-ce qui va pouvoir être fait cette année ou l'année prochaine, mais on est là-dessus. Donc, ça veut dire que ça est en bonne voie. Alors, moi, pour ce que j'ai à dire à la nouvelle génération qui veut venir, la génération montante, c'est de ne pas se dire tout de suite, je vais être star. Non, on ne devient pas star. On travaille et c'est les autres qui font de toi un star. C'est tout. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Il faut aller faire des propositions. Il faut aller au casting. Il faut se faire former. Moi, à cause de ça, pour accompagner les jeunes au niveau du Burkina, j'initie chaque année 1 ou 2 formations pour les amateurs et un partage pour les comédiens professionnels. On se retrouve pour partager nos expériences sur une plateforme qu'on appelle des masterclass. Alors pour l'instant, c'est le peu que je puisse faire pour partager mes expériences avec les comédiens burkinabés et africains. En tout cas, pour un mot de la fin, je dis, il ne faut jamais désespérer. Quel que soit le métier qu'on a choisi de faire, il y a une décision importante que l'homme doit prendre. C'est la décision de dire, je choisis ce métier comme étant mon métier professionnel. C'est ce métier qui va me faire vivre. C'est ce métier que j'ai envie de faire pour vivre, pour évoluer. Et à partir de cet instant, se donner à fond et travailler à développer cette profession-là. Et ne jamais s'asseoir, croiser les bras, penser que tout va tomber du ciel. Non, le ciel est fermé. Dieu nous a tout donné déjà. Tout est avec nous. Il suffit seulement d'activer. Donc, il faut travailler. Plus tu travailles, plus tu actives tes connaissances et plus tu proposes des choses au public, plus le public te découvre et c'est eux qui vont faire de toi un star. Parce que ce que tu leur proposes, ils sont tellement contents qu'eux-mêmes, ils se disent, oui, tu es un star. Parce que les stars, c'est quoi? C'est une étoile. Une étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est une lumière. Une lumière est quoi? Une lumière qui est dans les cieux qu'on voit. Les étoiles ne peuvent pas se cacher. La Bible dit que nous sommes des sacerdoces royaux. Nous sommes la lampe de Dieu qui est allumée et qui est posée sur une montagne, sur un point où tout le mettre tout le décombre, n'est-ce pas? Donc, quand tu te projettes acteur, que tu te projettes pour sortir, pour faire ce métier-là, ben, tu te projettes comme une lampe. Ta lumière s'augmente, plus tu dois être visible. Que tu le veuilles ou pas, tu seras visible. Donc, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de continuer à travailler pour maintenir la flamme qui est en eux là, toujours en mouvement, et de proposer toujours des choses et d'être humble avec eux-mêmes. Franchement, l'humilité précède la gloire. Il ne faut pas déjà tout de suite commencer à se croire grand
alors que on ne fait que commencer. Moi, j'ai au moins une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années de carrière, mais je vous assure que chaque fois que je me retrouve devant un projet, j'ai l'impression que je ne fais que commencer. Voilà. Et j'avance. Donc, chaque projet pour moi est porte ouverte.